Merci Madame la Présidente, merci Frédéric de m'avoir confié cette mission de faire quelques propos conclusifs après cette longue journée. Il est 16h44, la fin du colloque est annoncée à 16h50, ce qui me laisse théoriquement 6 minutes. Peut-être que je vais un petit peu les dépasser parce que je voudrais quand même rappeler ce qui a été dit aujourd'hui et qu'on puisse partir tous avec un panorama de la journée qui me paraît assez indispensable compte tenu de la densité des propos. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas spécialiste de la matière, ce qui va me permettre d'avoir une vision peut-être un petit peu plus éloignée du sujet, moins technique, mais enfin, je vous ai lu avec attention et puis j'ai fait un effort, bien sûr, de travail dans la préparation de ces propos conclusifs. Donc, je reviens sur le terme de la journée, l'attrition du marché locatif privé à la lumière du droit des baux immobiliers. S'agissant de l'attrition, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que certains mots ont une fortune étonnante. Dans le dictionnaire de l'Académie, il est indiqué que l'attrition vient du latin, du bas latin, qui renvoie à l'action de broyer et au sens figuré, l'action d'écraser, de réprimer, entre parenthèses, un vice. Et puis on a vu ce terme apparaître en marketing, finalement ici pour évoquer le marché locatif. On l'a vu dans le rapport Le Meur et puis dans d'autres travaux sur le droit des baux. Je l'ai même trouvé utilisé pour évoquer les attritions du droit de propriété. Donc on pourrait peut-être parler des triturations et des attritions du droit de propriété. Dans toutes ces hypothèses, en tout cas, ce mot attrition évoque une réduction, une diminution, une érosion du marché locatif privé. Alors concrètement, comment se manifeste cette attrition ? Le premier mot qui est venu à la bouche des intervenants, c'est évidemment la question de la pénurie. C'est un mal bien connu et surtout qui est, comme cela a été dit dans les derniers échanges qui précèdent mon intervention, c'est vraiment une question sociale qui touche l'immeuble et qui touche les familles, le logement ou qui touche l'activité économique. Donc cette question de pénurie, on la connaît bien, l'offre de logement ne couvre pas les besoins annuels, les besoins qui sont grandissants sous l'effet de plusieurs facteurs économiques et sociaux. Au titre des facteurs sociaux, on parle de nouveaux modes de vie, la décohabitation, toute une série d'acronymes. Alors, il faudrait faire venir effectivement des sociologues. Et puis, on souligne aussi le nombre de logements vides pour des motifs divers. La vacance a été évoquée, souvent en raison de contraintes réglementaires, les questions de baisse de rentabilité, la rénovation énergétique qui est trop onéreuse, donc ça ce sont des contraintes plutôt économiques, et puis il y a aussi cette baisse de construction de logements qui est liée elle aussi à une pluralité de facteurs, notamment l'augmentation du coût de la construction, les contraintes de l'urbanisme, etc. etc. Donc cette première question de la pénurie est une question qui est déjà très dense et accompagnée de multifacteurs. Mais le total, c'est quoi ? C'est que l'offre n'est pas suffisante. Et puis, en contrepoint, dans cette journée, on a aussi parlé un peu de trop-plein, c'est-à-dire qu'on a aussi un autre dysfonctionnement du marché, et ça, c'est vraiment la question de la vacance commerciale en France qui ne cesse d'augmenter. Des statistiques sont données par la Banque des Territoires, elles sont assez inquiétantes. Les villes entre 25 000 et 50 000 habitants sont les plus touchés. Et puis à l'occasion récemment des campagnes électorales, des campagnes municipales, justement, c'était un argument beaucoup avancé. Comment organiser un meilleur commerce dans les centres-villes dont les communes sont particulièrement touchées. Là aussi, on a un phénomène multifactoriel, les transports, le parc immobilier, le pouvoir d'achat des habitants, des problèmes de sécurité, la question de l'attractivité touristique. Tout ça est très complexe. Et à côté de ça aussi, la question de la concurrence du e-commerce et des zones commerciales qui sont en périphérie. Une première information importante a été donnée par Marie-Noëlle Lefebvre qui a apporté des précisions sur des types de sites concernés, peut-être qui modifient un petit peu les représentations qu'on peut avoir à première vue et les secteurs de demande. Donc la question de l'évaluation en réalité du marché est une question qui est assez pointue, qui répond à des sous-critères, des sous-catégories. Et elle nous a surtout expliqué qu'il y avait des actifs primes qui sont les bons actifs et qui s'adaptent, et puis les actifs secondaires qui peinent,
avec cette segmentation de marché, le risque de sortie du marché locatif, et nous voilà encore dans cette attrition. Il y a aussi des marchés qui vont mieux, notamment le marché des locations de courte durée. Carole Théman en a parlé ce matin, 800 millions de nuitées en Europe, 4 plateformes, c'est énorme. Mais pour combien de temps encore en France, puisque on attend les effets peut-être retour de la récente loi Le Meur. Quoi qu'il en soit, une fois ce panorama dressé, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle du droit ? Et c'est bien la problématique posée par Frédéric Coé, qui est à l'initiative de cette journée d'études. Et la question a été posée très vite dans la matinée. Dans quelle mesure le droit des baux conduit-il à la contraction du marché locatif ? Chacun est resté mesuré, bien sûr, le droit ne peut tout faire, cela a été dit à plusieurs reprises, des facteurs sociaux, des facteurs économiques affectent le marché, le droit n'est pas responsable des changements de pratiques, de la naissance des plateformes, du développement du commerce en ligne, des nouveaux modes de conjugalité, etc. Mais quand même, cela a été relevé, et c'était aussi le thème d'un colloque récent voisin du Conseil d'État qui avait traité de la norme juridique comme frein ou levier, justement dans cette question, dans les rapports avec le droit immobilier. Et c'est la raison pour laquelle, tout au long de la journée, même en sachant garder la place du droit, qui est celle du droit, dans cette perspective, tous les intervenants se sont efforcés de juger, de jauger toutes ces lois en formulant des analyses rétrospectives, mais aussi prospectives. Finalement, donc, le droit a sa part de responsabilité, et puis si l'on en croit les annonces récentes de nos gouvernements, eh bien, nous attendons le Big Bang, rien que cela, suivant les dernières annonces du Premier ministre. Quoi qu'il en soit, le sujet est ambitieux. Le professeur Coutan-Lapalus nous l'a dit dès le début de la journée. Le président Aurélien Daudet nous a dit qu'il y avait des freins de la densification, un droit complexe, la norme doit s'adapter, nécessaire protection des occupants, sécurisation des relations des locataires, éviter l'instabilité et la complexité, le tableau était dressé. Et puis, Frédéric Coé également nous a parlé de l'érosion progressive de l'offre, de l'inflation législative, de la sédimentation des règles, des facteurs fiscaux et comportementaux. Alors, la tâche du droit n'est pas simple, mais dans cette recherche, on a pu voir tout au long de cette journée qu'il y a des constats d'échec, ils sont nombreux, il faudra être sans concession, mais il y a aussi des mécanismes vertueux. C'est la raison pour laquelle ce propos conclusif s'articulera en 2 temps. D'abord, on reviendra sur la part du droit dans l'attrition, dans le phénomène d'attrition, mais on verra aussi que le droit a aussi un rôle dans l'amélioration de cette situation et donc dans cette lutte contre l'attrition. Alors, la part du droit dans l'attrition, si je devais résumer toutes les interventions qui ont été faites, et c'est très difficile parce qu'elles ont été très riches, très denses et qu'elles m'ont demandé beaucoup de concentration, je dirais qu'on peut les résumer en 2 points. Alors, je vais faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Donc, les 2 mots qui me viennent à l'esprit en vous ayant écouté, c'est d'abord un essoufflement des droits spéciaux et puis une désaffection. Alors, s'agissant d'abord de l'essoufflement des droits spéciaux, finalement, vous êtes plusieurs à être partis du point de départ et de l'ambition initiale de ces droits spéciaux, qui est une ambition tout à fait louable, compte tenu justement de l'immeuble dont il est question, de la stabilité de la situation personnelle du preneur qu'on recherche, puisque c'est son lieu de son habitation principale ou le lieu de son activité. Donc ça, de ce point de vue-là, les ambitions initiales ont, je crois, pas été tellement contestées. Chacun a en tête ses ambitions qui sont tout à fait légitimes. Même certains d'entre vous, et ici je pense à la présentation de ma collègue Petzela, qui a dit que finalement, même certains développements récents en eux-mêmes peuvent emporter l'approbation, et elle a expliqué que finalement, depuis 1948, le législateur fait des va-et-vient entre des intérêts antagonistes, et que finalement, si on se place plus récemment, l'encadrement des loyers ne paraît pas décisif dans l'attrition, pas plus que les règles extrêmement rigoureuses de sortie. Mais elle nous a bien dit qu'il ne fallait pas aller plus loin et qu'il fallait freiner certaines velléités. Elle a aussi, dans sa présentation, rappelé que même si on a beaucoup dit que le législateur se préoccupait du preneur, il lui arrive parfois de se préoccuper du bailleur. Et bien sûr, la loi anti-squat ou encore la loi Kasparian de 2023 a été citée puisque, effectivement,
elle protège quand même les propriétaires contre les mauvais payeurs, elle durcit les sanctions notamment et accélère des procédures. Mais malgré cela, malgré ces ambitions récentes, peut-être certains développements qui peuvent paraître acceptables, le droit est devenu un frein parmi d'autres freins, mais plusieurs facteurs ont en tout cas été relevés par les intervenants. Le premier facteur, c'est vraiment le facteur de l'accumulation des normes qui rend le droit complexe et incertain. J'aurais pu faire ce premier constat pour à peu près toutes les matières et les rapports dans n'importe quel domaine du droit. Donc, il faut aussi être raisonnable sur le fait que c'est une critique qui est très régulièrement faite au droit, mais en tout cas, c'est une critique majeure pour le sujet qui nous occupe. Et Laetitia Tranchant l'a encore dit il y a quelques minutes, trop de lois avec comme fil d'Ariane de sortie un contentieux judiciaire. Elle a parlé aussi de cette asphyxie du rapport locatif. Donc, le tableau est ainsi posé. Évidemment, certaines lois ont été dénoncées, en particulier ont peut-être montré un point de bascule dans la rigidité des relations et de l'évolution de l'ordre public. Je pense ici à la loi Allure, évidemment, qui est une loi qui a, par les mesures qu'elle a mises en place et par sa technicité, a vraiment rigidifié les relations. Elle a même conduit à l'absorption par la loi de 89 de nombreux aspects des locations meublées, ce qui fait que ça a créé même une sorte d'hégémonie autour de ce statut. Et puis, du côté des baux commerciaux, c'est la loi Pinel aussi qui a été présentée comme un point de bascule. Mais finalement, ce qu'a dit Morena Pagé en sa qualité de notaire et de conseil des clients, c'est que finalement, c'est aussi le cumul de protection qui est source de pesanteur. Et si on devait être trivial, c'est finalement lorsqu'on cumule SRU, ENL, MOL, Allure et LAN que ça devient compliqué. En réalité, peut-être que isolément, les choses seraient plus tolérables. Ceci étant, ne faisons pas un seul procès au législateur. Franck Juredieu nous a bien dit que c'était aussi le juge qui prenait le relais quand le législateur laissait un peu de soupape. Et il nous a beaucoup parlé de cet ordre public virtuel s'agissant du bail commercial. Donc voilà ce droit asphyxiant, dense, touffu, avec des baux spéciaux qui sont éclatés, et puis évidemment ce tableau qu'a projeté Nathalie Pierre avec le schéma des différents baux qui sont à la disposition et qui donnent le tournis. Je comprends que lorsque l'on est notaire, ce ne soit pas très facile de tout expliquer aux clients qui ne sont par hypothèse pas tous juristes. Le deuxième facteur qui a été évoqué et qui est peut-être le plus fort dans le degré des contraintes, c'est l'ambition excessive peut-être du législateur. Et là, ce qui a été stigmatisé, c'est le passage d'une fonction sociale du droit des baux spéciaux à cette fonction environnementale. Alors, la loi climat résilience a été la première désignée puisque elle a imposé un certain nombre de contraintes. Et c'est là qu'on est passé d'un ordre public composite, pour reprendre les mots de Franck Juredieu, et qui fait que finalement, toutes ces préoccupations se sont agrandies. Donc au début, on pensait à l'équilibre entre le bailleur et le preneur, puis on a pensé à des intérêts plus généraux, comme la décence, et puis enfin, plus généralement encore, à l'environnement. Donc, l'ensemble de ces préoccupations fait que finalement, on se retrouve dans un système très rigide de normes qui s'entrecroisent et qui créent de très nombreuses contraintes. Bastien Brignon, qui s'est occupé surtout de cette question des contraintes environnementales, nous a bien dit qu'on était passé d'un droit de disposer à une obligation d'entretenir selon des normes collectives. Et finalement, le respect dû à la propriété s'était effacé devant l'intérêt général de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les baux d'habitation, ça a été très clairement expliqué. La décence inclut la performance énergétique et avec toutes les préoccupations que cela entraîne, au point que Virginie Pezzella a affirmé qu'on demandait aux bailleurs d'être le garant d'une police environnementale, ce qui peut paraître gênant, mais finalement, le législateur compte beaucoup sur les acteurs privés pour faire son travail dans maints domaines. Par ailleurs, les contraintes environnementales pèsent aussi dans le bail commercial. Ça a été souligné à plusieurs niveaux, à la fois par Marie-Noëlle Dompé, Ania Cassoul et Bastien Brignon.
dans une perspective d'analyse économique du droit qui est évidemment propice à la matière. Marie-Noëlle Dompé nous a bien expliqué tous ces coûts d'adaptation aux lois qui créent des tensions. Ania Kassoul a aussi décrit cette frilosité économique du bailleur qui fait un arbitrage quand il décide de mettre en location, et elle a décrit ses coûts conjoncturels, inflationnistes et la crise environnementale avec ce marché qui est contraint d'absorber les coûts, ce qui a conduit finalement Bastien Brignon à se demander qui devait payer la facture. En somme, l'idée générale soumise à la réflexion aujourd'hui a été simple, elle peut s'énoncer en deux propositions. Cette accumulation de lois crée une insécurité juridique et puis elle crée un coût. Donc ça crée un climat qui n'est pas très favorable au marché. Le deuxième point dans cette part du droit, dans l'attrition, c'est la désaffection. Alors, cette désaffection, c'est un terme un petit peu générique ici pour évoquer deux choses assez différentes en réalité. Premièrement, dans la désaffection des statuts spéciaux, on peut faire référence à tous les cas où les acteurs économiques essayent de s'engouffrer dans les poches de supplétivité pour créer des règles qui leur conviennent. Alors ça, c'est le premier point, les poches de supplétivité, et puis on verra ensuite carrément plus des hypothèses de contournement. Alors, s'agissant des poches de supplétivité, c'est surtout en matière de bail commercial, de rédaction des baux commerciaux, que Sarah Andjé-Chahiri Tribillac a expliqué. En fait, elle a quand même relativisé les choses en disant que ce statut des baux commerciaux laissait encore un peu de pouvoir aux bailleurs, qu'il en tirait quand même des avantages structurants. Et puis, elle nous a présenté certaines clauses qui permettent quand même de rééquilibrer significativement la relation locative au profit du bailleur. Elle a cité le bail ferme, les clauses d'éviction de plafonnement, la restriction de destination ou encore les clauses résolutoires renforcées. Mais évidemment, elle a souligné que ces clauses étaient quand même elles-mêmes insérées dans des cadres assez contraints et qu'au fond, elles étaient quand même toujours sous l'attention du juge, ce qui n'est jamais très rassurant. Et par ailleurs, l'argument de dire qu'il y a de la souplesse, c'est un bon argument, mais quand même qui suppose une ingénierie contractuelle qui est tellement sophistiquée que ça participe quand même du frein, parce qu'il faut être très bien accompagné, encadré, et voilà. Donc même quand il y a de la liberté, on peut quand même émettre quelques réserves. Outre ces poches de supplétivité, finalement, c'est la recherche d'autres modèles qui a été aussi évoquée. Et dans cette recherche d'autres modèles, le bail civil a pu paraître comme une sorte d'Eldorado. Cela tombe bien puisque finalement les pouvoirs publics remettent sur la table cette réforme du droit des contrats spéciaux en s'inspirant des deux projets de réforme qui lui ont été proposés, peut-être même en faisant de nouvelles suggestions. Donc tant mieux si le bail civil est performant, et réformons-le pour qu'il le soit encore plus. Dans ce nouvel Eldorado du bail civil, on peut aussi citer, Carole Théman l'a expliqué, les baux de courte durée qui ont eu les faveurs de certains investisseurs. Je parle au passé parce que les réformes posent la question de savoir si les investisseurs auront toujours la faveur de ce modèle, vu les contraintes qui lui ont été ajoutées. Mais en tout cas, ce point a été largement exposé. Et puis, Ania Kassoul aussi, dans son intervention, a bien expliqué cette recomposition du marché locatif. Elle a expliqué que finalement, l'uniformité du bail commercial n'était pas adaptée, qu'on avait besoin de formats alternatifs. Elle a cité plusieurs modèles, les concept stores, les magasins éphémères, les baux dérogatoires, les contrats de prestation de services intégrant un usage. Donc, tous ces modèles sont possibles. En revanche, Nathalie Pierre a évoqué un contournement pour lequel elle a émis plus de doutes. C'est notamment la question du co-living, en français l'habitat partagé, qui finalement brouille à dessein les frontières entre habitation et colocation.
Elle nous a expliqué les aspects positifs et les aspects négatifs selon une formule imagée qui était très éloquente, et cette proposition de loi de novembre 2025 qui viserait à encadrer le co-living, même si nous a-t-elle dit que sur la qualification, on savait très bien finalement à quoi s'attendre quand on regardait de plus près ce qui était en cause. On avait déjà les outils juridiques à la disposition. Et puis elle a cité cette délibération du 8 octobre 2025 au titre manifeste, au slogan très fort de Paris, zéro co-living, en disant que c'était un nouveau fléau immobilier. Voilà donc le tableau général. Donc cette part du droit dans l'attrition, il a sa part de responsabilité, mais comme nous sommes juristes et que nous croyons sans doute au bienfait du droit et à ce service que le droit peut apporter pour porter des objectifs sociaux, économiques, environnementaux, eh bien, il faut voir maintenant ce que peut apporter le droit pour revivifier les usages. Là, je dirais que 2 maîtres mots doivent être cités. Le premier maître mot, c'est la prudence, et le deuxième, c'est l'imagination. Alors, la prudence, c'est quoi? Eh bien, peut-être qu'au lieu d'une avalanche de lois, il faudrait préconiser aux législateurs, mais comme sur à peu près tous les sujets, de bien comprendre les causes des symptômes et de quitter le dogmatisme et de puiser dans des données économiques. Donc, il faut vraiment évaluer les causes de l'érosion du marché locatif. Alors, sur ce point de la prudence, je ferai plusieurs observations. La première observation, c'est que vous l'avez dit à plusieurs reprises, il nous faudrait une approche plus globale de la législation. 3 exemples qui ont été cités dans la journée. Le premier, c'est qu'est devenu le droit de propriété? Ah bah, si on prend les petites décisions du Conseil constitutionnel les unes après les autres, il le sauve, parce qu'il dit c'est pas disproportionné. Mais si on les met tout bout à bout, là, on peut quand même se poser la question de ce qu'est devenu le droit de propriété. Donc ça, c'est un exemple qui a été donné par le professeur Coutan-Lapalu. L'autre point, approche plus globale, Carole Théman l'a dit, finalement, au lendemain de la loi Le Meur, il y a un paradoxe fiscal, c'est que la loi Le Meur prend des mesures contre ces locations touristiques de courte durée, mais il faut attendre quelques mois, voire 1 an et demi, pour que la loi, finalement, qu'on incite aux locations de longue durée. Donc il y a une sorte de décalage, il n'y a pas de vision globale de la législation, on agit en 2 temps et 2 temps décalés, ce qui crée en plus des situations de droit intermédiaire qui sont toujours complexes. Et puis on voudrait aussi, 3e exemple, ça a été dit, que le législateur envisage un peu plus les effets pervers, quand il se donne comme grand projet de lutter contre les logements énergivores. On ne peut que s'en féliciter, mais enfin il faut quand même anticiper les dommages collatéraux que cela pourra produire sur les investisseurs. Et finalement, on le voit bien maintenant avec le Premier ministre qui fait des annonces peut-être d'un retour en arrière pour justement organiser le coût de la rénovation énergétique. Donc ça, c'était la première observation, quand même avoir une approche plus globale des sujets. Deuxième observation, avoir une approche plus nuancée des rapports de force. Ça aussi, ça a été beaucoup dit, mais il faudrait quand même avoir une approche différenciée des bailleurs, plus aboutie parce qu'elle existe déjà, mais encore plus renforcée, bien distinguer ce bailleur institutionnel du bailleur privé. Et d'ailleurs, 2 collègues ont cité les petits bailleurs, ce qui m'a amusé, mais qui existe. Il y avait les petits professionnels, maintenant les petits bailleurs. Je crois que c'est important et il faut sortir, ça a été dit aussi il y a très peu de temps, sortir du conditionnement d'une sorte de lutte des classes. Voilà. Alors, aujourd'hui, cette prise en compte du statut de l'investisseur immobilier est remise à l'ordre du jour, avec notamment le dispositif Jeanbrun, qu'il faudra peut-être encore améliorer. On est toujours sur des touches successives, mais en tout cas, l'idée fait son chemin. Il faut aussi quitter l'idée du paradigme du locataire vulnérable, c'est ce qu'a dit Frédéric Coé, et puis aussi du paradigme du bailleur qui a toujours un intérêt financier. Nathalie Biard l'a bien décrit, on peut avoir des contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire, des contrats de résidence secondaire qui poursuivent des objectifs de compagnie de surveillance qui ne sont pas des objectifs économiques.
Enfin, la troisième observation et la dernière observation sur la prudence, c'est de faire de véritables expérimentations et évaluations. Alors, de véritables expérimentations, j'ai remarqué que le législateur utilise l'expérimentation telle qu'elle est préconisée, d'ailleurs, comme bon mode législatif, sauf qu'on a l'impression que les expérimentations n'en sont pas de vraies, puisqu'on annonce avant même la fin de l'expérimentation qu'elles sont reconduites. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait sûrement quand même qu'il y ait plus d'honnêteté sur le retour effectif de l'expérimentation, et puis surtout sur l'évaluation qui doit être faite. Et aujourd'hui, ça a été évoqué par Bastien Brignon, la proposition de loi récente sur le bail commercial propose de transposer le mécanisme d'encadrement des loyers du bail commercial au bail commercial, alors que l'autre mécanisme d'encadrement de la loi Elan n'a pas été complètement évalué et qu'ensuite le bail commercial est quand même très différent en termes d'activité, etc., que le bail d'habitation. Donc voilà, faire de véritables expérimentations et des évaluations, ne pas se précipiter. Et puis, faire des véritables expérimentations et évaluations, ça passe aussi par l'analyse comportementale du droit. Donc, Laetitia Tranchant en a parlé. L'acteur économique, n'est pas forcément un homme économique rationnel ou une femme économique rationnelle, puisque justement, il peut ne pas être rationnel. C'est tout l'enjeu de l'analyse comportementale du droit, de travailler l'économie et la psychologie de manière croisée. La question, c'est évidemment qui paye toutes ces recherches, et puis les recherches prennent du temps, et la demande sociale de droit ne s'arrête jamais. Ensuite, il reste, et pour finir, la question de l'imagination. Alors, l'imagination des juristes, on en parle souvent, c'est la meilleure école de l'imagination, le droit, et de fait, on a une boîte à outils quand même qui est vraiment très importante. Je vais ici passer très vite parce que beaucoup de mécanismes ont été cités, mais il y a quand même une première série d'outils. Travailler sur l'articulation des baux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a des outils qui viennent des collectivités, donc qui viennent finalement du bas, entre guillemets, c'est pas un bon terme, mais qui peuvent être utiles compte tenu de ce qu'ils voient sur le terrain. Carole Théman a parlé des conversions sur l'île d'Oléron, mais on peut aussi citer, ça n'a pas été cité, c'est le séquençage des baux qui a été proposé à Nice, qui a été lancé en 2021 et qui a eu un succès timide, mais pourquoi ne pas imaginer davantage. Il y a aussi la question de la sous-location avec cette question de l'intermédiation locative qui permettrait peut-être pour certains opérateurs, des associations ou des agences immobilières sociales de s'interposer entre un propriétaire et un ménage en difficulté pour proposer une sous-location qui permette de corriger les difficultés de logement. La deuxième série d'outils, c'est s'inspirer des faux baux. Je les appelle comme ça puisque c'est la façon dont on en a parlé. On en parle souvent dans les manuels de droit des contrats spéciaux, les baux anomaux, les faux baux. Alors, il est savoureux ici d'utiliser cela, mais finalement, l'histoire, et Eva Becquet nous l'a bien expliqué aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas inventé quoi que ce soit, que tout est une question de répétition et les institutions déclinent et renaissent. Et donc, à cet égard, Delphine Trosset et Maître Novel nous ont bien expliqué le succès de ce bail réel solidaire, de la réponse à l'attente qu'il permet de proposer à certaines personnes en proposant des logements à prix modérés. Et puis, ils nous ont aussi expliqué toutes les possibilités d'innovation qui existaient. La troisième série d'outils, je ne vais pas en parler non plus, mais il y a quand même le droit des sociétés, les mécanismes sociétaires. Nathalie Pierre l'a évoqué rapidement, l'habitat participatif qui reste une clé, une possibilité. Et puis la quatrième série d'outils, c'était le levier du droit de propriété. Alors là, on a eu une intervention qui était très dense, qui m'a beaucoup stimulée et que j'ai trouvée passionnante. J'aurais aimé réussir à prendre plus de notes, donc j'attends avec hâte la contribution écrite. En tout cas, c'est vrai que ce droit de propriété, envisagé sous l'angle du droit réel, peut apporter quand même des réponses. Alors bien sûr, la question du démembrement a été évoquée et à cet égard, je fais un rappel sur le rapport de Christelle Courtan-Lapalus qui avait parlé de l'usufruit locatif social comme un nouveau mode de jouissance qui pouvait répondre à certaines attentes. Mais c'est surtout cette question des triturations du droit de propriété qui a été évoquée avec quand même comme petit bémol de toujours prendre garde à la requalification qui peut
guetter, qui peut en tout cas animer le juge plutôt. Donc, il a été question de moduler l'usage, de développer des droits d'habitation, de repenser à ces droits d'usage qui sont très nombreux et duplicables de manière très féconde. Et enfin, finalement, c'est la fin du propos sur la trituration de Mélanie Panchaud a été de la recomposition du droit de propriété qui, là, nous a emmené vers les terrains d'un autre droit de propriété et de cette propriété qui est utilisée manifestement aux États-Unis, cette propriété en faisceau qui permet de donner autant de droits de propriété que d'utilité. Donc, il faudra voir comment pourra se greffer ce mécanisme en France. En tout cas, dans la boîte à outils, il est intéressant de constater qu'il y a eu des outils qui sont issus de la pratique, qui ont fait leurs preuves, et encore d'autres outils, d'autres imaginations. Donc, c'est une invitation peut-être à encore se retrouver pour travailler sur ce droit des baux immobiliers spéciaux. Encore merci, cher collègue Frédéric, de m'avoir invité à la participation et j'espère que cette journée avec ce groupe de travail pourra poursuivre sur d'autres travaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Stéphane pour ces propos conclusifs en guise de synthèse qui nous ont permis de revivre les principaux temps de cette journée extrêmement riche et je rejoins tout à fait ton vœu de poursuivre peut-être cette réflexion sur un thème qui est loin d'être épuisé, qui est celui, alors peut-être mettre de côté un instant le terme attrition pour en utiliser un autre, qui est celui justement d'un renouvellement du visage des baux immobiliers, avec peut-être des propositions plurielles, non seulement dans le cadre de ce projet de refonte du droit des contrats spéciaux que tu as évoqué, mais peut-être au-delà, puisque le droit des contrats spéciaux du Code civil n'évoque pas vraiment les contrats spéciaux dont nous avons parlé aujourd'hui, qui se retrouvent de manière tout à fait éclatée dans différents codes, et pour lesquels il y a encore de nombreuses réflexions à mener. Donc je vous remercie tous très vivement de votre contribution et je vais vous libérer après une journée extrêmement dense. Et je rappellerai à tout le monde donc que vos travaux écrits sont attendus pour la mi-juin, donc je vous avais adressé un mail en ce sens. Et j'indique donc, s'il reste beaucoup, aux participants qui sont encore en ligne, que les travaux de cette journée seront diffusés par l'intermédiaire de l'actualité juridique des droits immobiliers, enfin de la revue AJDI, qui paraîtra en septembre. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande donc de respecter le délai que je viens de vous préciser. Bonne soirée, bon retour à ceux qui viennent de loin et encore merci pour votre participation. Bravo à tous.